Bonjour à tous, je suis Amal, prof de physique au lycée Imam Bukhari, Chichawa. Aujourd'hui, on va travailler sur un cours de mécanique. Ce cours est destiné au deuxième année baccalauréat, option sciences de la vie et de la Terre. Il s'agit du deuxième chapitre, la chute libre verticale d'un solide. Avant de commencer le cours de chute libre, on va faire un petit rappel sur ce qu'on a vu. On a parlé dans le chapitre 1, les lois de Newton, sur les 3 lois de Newton. La première loi de Newton, il s'agit de principe d'inertie. Et la troisième loi, c'est le principe de l'action et de la réaction. Vous avez déjà vu ces deux lois entrer en commun science en premier cours, la gravitation universelle, et en chapitre de principe d'inertie. Vous avez déjà appliqué ces relations pour résoudre plusieurs problèmes, pour répondre à plusieurs questions. Ce qui nous intéresse dans ce cours des lois de Newton, c'est la deuxième loi, pardon. C'est la deuxième loi de Newton. Et parmi les applications de la loi de Newton, on a la chute libre verticale d'un corps solide. Donc avant de parler de chute libre, il faut d'abord rappeler la définition de la pesanteur. Donc on va commencer par le premier paragraphe, chute libre verticale. Donc comme vous savez, tous les corps subissent dans le champ de pesanteur au voisinage de la Terre une force de pesanteur exercée par la Terre qui s'appelle poids de corps. Donc depuis 3e année collège, vous savez très bien qu'est-ce que ça veut dire poids de corps. Donc la relation entre le poids et la masse d'un corps est P est égal à M fois G, comme vous savez. Donc on peut parler aussi de la relation vectorielle, et le vecteur poids est égal à la masse fois G, tel que G, c'est l'intensité du champ de pesanteur, comme vous savez, en newton par kilogramme. Donc tout le monde a déjà une idée sur le poids d'un corps. Donc la chute libre d'un corps solide dans le champ de pesanteur. Donc ce qui nous intéresse maintenant, c'est de parler de la chute libre d'un corps solide dans un champ de pesanteur. Donc on va parler de chute libre, on va appliquer. Donc on a déjà dit que la chute libre, c'est une application de loi de Newton, il s'agit de deuxième loi de Newton. Donc l'expérience de tube de Newton, vous avez déjà aussi vu cette expérience, pas quelque chose de nouveau. Donc cette expérience de tube montre que le mouvement des 3 objets, une boule d'acier, un papier, une plume d'oiseau, pendant leur chute libre, un tube vide d'air. Donc on va utiliser ces 3 corps. Pourquoi? Parce qu'on a une différence de masse. Donc la masse de boule d'acier est plus grande que la masse d'un papier, et aussi ces 2 corps, ils ont une masse qui est plus grande que la masse d'une plume d'oiseau. Donc comme vous voyez ici, on a un tube qui est vide d'air et on a un tube qui contient l'air. Dans les 2 cas, on a une différence. Donc là, le premier tube, les corps, ils sont soumis uniquement à l'action de leur poids. On n'a pas d'air ici. Mais lorsqu'on parle de deuxième tube qui contient l'air, on a les corps, ils sont soumis en plus de l'action de leur poids. Donc on a toujours le poids à la réaction de l'air et la poussée d'Archimède. Donc on en déduit que le corps tombe dans le vide et dans le même lieu selon le même mouvement. Donc, lorsqu'on parle de vide, les 3 corps, ils vont atteindre le sol en même temps. Mais lorsqu'il s'agit d'un tube qui contient l'air, donc les 3 corps ne vont pas atteindre le sol en même temps. Donc on observe ici que la boule d'acier qui a une masse très grande, il va atteindre
la première qui va atteindre le sol et après on va le papier et la dernière c'est la plume de oiseau. Pourquoi on parle ici de la différence ici? Il s'agit des forces qui s'exercent sur ces corps. Donc, qu'on appelle, donc dans le vide, on parle de chute libre. Pourquoi? Car les corps, ils sont soumis juste à son poids. Donc, la définition, un corps est en chute libre s'il n'est soumis qu'à l'action de son poids. Lorsque la trajectoire de corps en chute libre est rectiligne, on dit qu'il est en chute libre verticale. Donc, je peux dire une remarque. Donc, il s'agit le fait de négliger l'action de l'air. Lorsqu'on parle des corps solides qui ont une masse importante, on ne peut pas négliger cette masse, par exemple. C'est pas comme la plume. Lorsqu'on prend une plume d'oiseau, on va observer que il est soumis à l'action de l'air. Mais si on prend par exemple un corps qui a une masse très grande ou bien une masse importante, on ne va pas observer qu'il est soumis à l'action de l'air. Donc pratiquement, on peut négliger l'action de l'air sur le corps solide dense et de forme aérodynamique. Est-ce que c'est clair? Donc lorsqu'on a un corps qui est dense ou bien qui a une masse très importante, ou bien importante, je peux toujours négliger l'action de l'air. Donc on parle ici de la chute libre, ça veut dire que je peux dire que le corps solide, il n'est soumis qu'à l'action de son poids. Maintenant, on va passer à l'étude de la chute libre verticale. Donc on a toujours une étude expérimentale et une étude théorique. Donc lorsqu'on va faire l'expérience pour trouver une relation et aussi on va faire l'étude théorique en utilisant toujours, comme je viens de dire, la deuxième loi de Newton. Donc une étude expérimentale, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser une boule d'acier de grande densité et de forme aérodynamique pour négliger le frottement de l'air et la poussée d'Archimède. Donc voilà le protocole expérimental. Donc ici on a une boule d'acier qui est attachée à un électron aimant. Vous savez tous que le passage de courant par un conducteur, il permet de créer un champ magnétique. Donc je peux utiliser cet électron aimant pour faire cette expérience. Donc l'électron aimant maintient la boule à l'altitude H. Donc on a une altitude H et lorsqu'on ouvre l'interrupteur, donc on va ouvrir l'interrupteur pour couper bien sûr le courant pour que la boule se libère sans vitesse initiale. Donc on parle que V0 est égal à 0. Donc est tombé en chute libre verticale devant une règle graduée. Pourquoi on va utiliser cette règle graduée? Pour calculer pour mesurer la distance. Donc un capteur électrique lié à un chronomètre permet de déterminer le temps. Donc puisqu'on cherche la distance parcourue par la boule et le temps, donc on va déterminer enfin la vitesse. Donc on répète l'expérience en faisant varier la position de la bille. À chaque fois, on varie la position de la bille et on trace la courbe V en fonction de T. On va voir. Donc on obtient quoi, à votre avis? Donc on obtient une fonction linéaire. Donc son coefficient directeur est K est égal à delta V sur delta T. Donc si on calcule le coefficient K, on va trouver 9,8. Donc 9,8, l'unité c'est la vitesse en mètres par seconde et le temps en seconde, donc en mètres par seconde au carré. Donc on va obtenir G, c'est l'intensité de pesanteur. Alors on peut déduire la relation entre V et le temps pour ce qui concerne la chute libre verticale. Donc la vitesse est égale à G fois T.
Donc, en utilisant l'expérience, on va trouver la relation entre la vitesse et le temps et le champ de pesanteur tel que V est égal à G fois T. Maintenant, on va passer aux études théoriques de mouvement. Lorsqu'on parle d'études théoriques de mouvement, ça veut dire qu'on va appliquer la deuxième loi de Newton. Donc, on va rappeler la deuxième loi. Donc, la deuxième loi, il dit que la somme vectorielle des forces extérieures est égale à la masse du corps fois l'accélération de centre de gravité G. Donc, toujours, c'est une relation vectorielle. Il faut faire attention à ça. C'est une relation vectorielle. Donc, pour appliquer cette relation, il faut d'abord préciser le système étudié. Pour nous, le système étudié, c'est la boule ou bien la bille d'acier et le bilan des forces qui s'exercent sur la boule. Donc, puisque la boule est en chute libre, donc elle est soumise uniquement à l'action de son poids. Maintenant, on va passer aux représentations des forces. On a une seule force, c'est le poids. Donc, on va représenter le poids en flèche. Il est toujours vertical vers le bas, tel que P vecteur est égal à M fois G vecteur. Donc, en appliquant maintenant la deuxième loi de Newton, la somme vectorielle des forces qui s'exercent sur le corps est égale à la masse fois l'accélération A, G du centre de gravité. C'est comme on a dit, une relation vectorielle. Donc, cela implique que P, maintenant, vecteur de poids, est égal à M fois vecteur accélération. Donc, le choix toujours, il faut choisir un référentiel pour faire la projection des vecteurs de force. Donc, on considère un repère orienté dans le sens de mouvement, comme on a vu la figure précédente. Donc, on a, comme vous avez vu, c'est O, Z, elle est vers le bas, comme le sens de mouvement. Donc, en projetant la relation 1 sur OZ, on a quoi? On a prouvé que le poids est égal à M fois AZ, l'accélération du corps. Donc, on peut déduire que la masse fois G est égale à la masse fois A. Donc, on simplifie par la masse et on trouve que l'accélération du corps est égale à G. Ça veut dire que l'accélération dans ce cas est constante. Donc, qu'est-ce que cela veut dire, à votre avis? Si l'accélération est constante, on parle de quoi? On parle d'un mouvement rectiligne uniformément varié. Donc, le mouvement de chute libre de la bille est rectiligne uniformément varié. Donc, qu'est-ce qui sont les caractéristiques de ce mouvement? C'est l'accélération est égale à G, ça veut dire qu'elle est constante. L'équation de vitesse, Vg, comme on a vu dans le chapitre précédent, Gt plus V0, et l'équation horaire de mouvement, c'est Z qui est égal à 1 demi Gt carré plus V0t plus Z0. Donc, si on prend la vitesse comme on a déjà vu dans l'expérience, la vitesse initiale est égale à 0. Et Z0 aussi est nul. Donc, qu'est-ce qu'on va on obtient l'équation horaire de mouvement Z égale à 1 demi Gt carré.